Bienvenue sur Tribune Libre. John-Éric Nielsen, ravi de vous recevoir aujourd'hui à nouveau. Vous êtes ancien professeur d'allemand, ex-officier saint-cyrien et depuis plusieurs années auteur de romans policiers à succès. Vous avez cofondé votre maison d'édition, HOH Édition, avec votre compagne. C'est bien ça. Tout est parfait, Stéphanie, c'est exactement ça. Bonjour. Magnifique. Vous allez nous parler de la démocratie aujourd'hui. Vous dites en fait que le peuple n'a jamais vraiment exercé ce qu'on appelle la démocratie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux, Stéphanie. C'est ce qui m'a poussé à revenir vers toi. J'habite donc à l'étranger, j'habite à l'île Maurice dans l'océan Indien. Et là, au mois de mars, j'ai passé à peu près 3 semaines en France. Donc, je suis allé sur le terrain. On était en pleine période de 49.3. Et je suis allé assister à deux manifestations en Bretagne, la région où j'habite quand je suis en France, pour voir un peu comment tout ça évoluait, voir que la population qui animait ces manifestations avait un peu changé, s'était rajeunie. Enfin voilà, je suis allé faire un peu de sociologie. Et puis, une fois de retour à Maurice, je suis rentré il y a presque 2 semaines maintenant, j'ai continué à suivre ce mouvement-là et voir quelles étaient ses perspectives. Et ce qui me sautait aux yeux, c'est que, enfin, j'avais comme une espèce de solution devant le nez qui n'arrivait pas à arriver jusqu'à la conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi, à mon sens, ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça, comme on dit souvent, ça ne sert à rien, tout ce qui se passe? Encore, le penser, avoir l'intuition, c'est quelque chose, encore faut-il le comprendre. Et puis tout d'un coup, ça fait Eureka, comme Archimède dans sa baignoire. Si Archimède avait une baignoire, c'est remonté à la surface. Et je me suis dit, j'ai peut-être l'explication, et si j'ai l'explication, du coup, j'ai la solution. Ce qui m'a amené à revenir vers toi pour parler de ce sujet-là, parce que ce qui ressortait, ce qu'on entendait tout le temps, ça a été même prononcé par ce délicieux Olivier Dussopt, crise de la démocratie. Et Berger a repris là-dessus. Crise de la démocratie, donc le terme qui revenait, c'était démocratie, démocratie. Et je me suis dit qu'en fait, ça a chopé à ce niveau-là. C'est-à-dire que la difficulté était sur cette conception de la démocratie, comment elle était perçue. Parce que déjà, c'est un premier problème. Si vous demandez de la démocratie, c'est ce qui se passe dans les mouvements auxquels on assiste. Vous demandez la démocratie. Si vous la demandez, ça veut dire déjà que vous n'êtes plus en démocratie, si vous êtes obligé de la demander. Et en plus, on la demande à un certain Niafron. Je vais employer ce terme de Niafron, puisqu'on a fait une marionnette qui est assez laide. Donc, je trouve que le terme lui va bien. Donc, si vous lui demandez de la démocratie, évidemment, vous ne l'aurez pas. Et si le pouvoir vient de quelqu'un d'autre que vous, qui êtes le peuple, évidemment, vous n'êtes pas en démocratie. Là, c'est une évidence. Parce que la définition de la démocratie, en fait, elle est toute simple. Alors, on va s'éloigner un peu de. En ce moment, vous avez quelques olibrius de plateaux télé qui tournicotent autour de ça pour vous faire croire que la démocratie, ça pourrait être complètement autre chose. La démocratie, il suffit de lire la Constitution de 58, article 2, article 3. La démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par et pour le peuple. La démocratie, c'est rien d'autre que ça. L'exercice du pouvoir par et pour le peuple. Point. Il n'y a pas tournicoté. Il n'y a pas voilà, à prendre plus de formes que ça. Ça se résume à ça. Mais ma sensation, c'est qu'à force de déléguer ce pouvoir, parce qu'on ne serait plus en démocratie, à force de ne plus l'exercer, on ne sait plus ce que c'est. On a perdu le contact, on a perdu le fil par rapport à ça. On parle de démocratie, on l'évoque, on la réclame à juste titre, mais sait-on encore l'exercer? Et c'est là que ça pose problème. Et c'est ce que je crois avoir constaté. Euh, Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre te donne le pouvoir, c'est-à-dire te dicte tes actes, te donne l'autorisation de les exercer, si tu attends qu'on te dicte quelque chose, évidemment, celui qui va le faire, c'est un dictateur. C'est évidemment pas un démocrate. Donc, tant qu'on sera dans cette logique de réclamer, de demander, quelque chose nous sera dicté. Et donc, ce que l'on récoltera, ce sera jamais de la démocratie, ce sera de la dictature. Donc, on peut tourner dans la roue comme un hamster autant que l'on veut, aussi vite que l'on veut. Tout ce qu'on récoltera, c'est de la dictature et pas de la démocratie. Donc, déjà, ça m'a sauté aux yeux. La démarche, le type de demande, on ne pourra récolter que ça. Ça, c'est le premier souci, je trouve. Ensuite, vous me parlez aussi de localisme. Oui, je vais y venir juste après, parce que pour rester, c'est vraiment le thème central, cette démocratie dont, me semble-t-il, on a perdu le fil. C'est déjà revenir aux racines. La démocratie, comment elle s'exerce? Eh bien, ce suffit de revenir à Athènes, à l'Agora, etc. La première chose en démocratie, enfin, c'est confondant de simplicité, c'est déjà de se parler entre soi, c'est d'échanger, c'est de savoir quelle est l'opinion de mon voisin, de mon prochain, qu'est-ce qu'il en pense. C'est aussi bête que ça, c'est échanger, c'est communiquer, c'est se parler. Et puis, une fois qu'on se parle, c'est déjà accepter que l'opinion d'autrui soit différente de la mienne, voire qu'elle soit opposée. C'est tout simplement ça, la démocratie, déjà. Écoutez ça. Et si on s'écoute,
eh bien peut-être que l'on peut s'entendre. S'entendre, étymologiquement, ça n'a rien à voir avec l'audition, c'est tendre ensemble, sous-entendu vers un but commun. Si on se parle déjà, eh bien peut-être que l'on peut s'entendre, tendre ensemble vers un but commun. Et tout ça, en fait, la démocratie, bah, c'est de la convivialité. C'est-à-dire, convivialité, là aussi, étymologiquement, c'est vivre ensemble, c'est du vivre ensemble, la démocratie. Et ce qui me sautait aux yeux lorsque j'observais bah, les différents mouvements, les formes qu'ils prenaient, lorsqu'on est en manifestation, déjà, j'y reviendrai, mais manifester quoi et à qui? Déjà, c'est ça. Mais je vais revenir là-dessus. Quand vous allez du point A au point B, vous allez peut-être parler un petit peu avec vos voisins. Sauf que les manifestations telles qu'elles sont conçues ne sont pas prévues pour échanger, ne sont pas prévues pour ce qu'on se parle. On peut le faire, mais ce n'est pas leur but. Le but, c'est de faire du nombre, de la masse et de réclamer. Donc, on n'est pas déjà dans. C'est pas de la démocratie. Si ensuite vous hurlez sur la milice, quand bien même l'aurait-elle mérité, si vous brûlez des poubelles, je ne sais quoi, si vous bloquez je ne sais quel point stratégique. Très bien. Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous exercez un pouvoir démocratique? Est-ce que vous êtes en train de vous parler? Est-ce que vous êtes en train de vous entendre? Est-ce que vous faites preuve de convivialité? Non. Une nouvelle fois, on n'est pas là-dedans du tout. On réclame des choses qu'en fait, concrètement, on n'exerce pas. Et même chose si, par exemple, tous les samedis, vous allez écouter un leader politique qui, donc, en fait, s'avère être un prédicateur. D'accord, vous allez écouter votre prédicateur. Mais vous écoutez, est-ce que vous parlez entre vous? Est-ce que vous vous entendez réciproquement? Est-ce que c'est un moment, un acte de convivialité? Toujours pas. Donc, ce que j'observe de ces manifestations, c'est que c'est tout sauf de la démocratie. Donc, ce que l'on réclame, dans l'immédiat, je constate qu'on ne l'exerce en rien. Et donc, ça, c'est déjà un problème. Donc, dans les faits, on croit être en action, alors que concrètement, on est en réaction. On confond tout. On se dit, je fais ça, j'agis, je suis en action, alors qu'en fait, on est en réaction par rapport à ce que fait le pouvoir que l'on subit. Quoi. La démocratie, c'est pas de réclamer, ça s'exerce là tout de suite entre nous. Et ça, on ne l'a pas. Mais du coup, ça nous permet d'avoir des solutions après. L'action pour vous, ce serait quoi alors? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Si le bilan est bon, si on a bien décrypté ce qui est en train de se passer, si les repères sont fiables et solides, si la base de compréhension elle est solide, eh bien, on peut manifester. Sauf que, je vais revenir à ma question, manifeste quoi à qui? Si on est dans un cadre démocratique, déjà, on va manifester son intérêt à autrui. On va manifester son intérêt à son prochain. On va lui parler. On va l'écouter. Et on va échanger. Et on va débattre. Comme dans l'agora athénienne. Et puis peut-être qu'on arrivera à s'entendre, à tendre ensemble vers un but. Donc manifester, oui, mais manifester son intérêt aux idées de son prochain. C'est ça la démocratie, c'est rien d'autre. On se trompe dans les termes. Je suis écrivain, donc pour moi, les mots sont importants, ils ont un sens. Et il faut revenir aux bases de ces mots. Être 100 000 à Paris, oui, mais est-ce que c'est pour faire ce que l'on y fait? Ben, je ne suis pas sûr. Parce que pendant qu'on fait ça, évidemment, on ne se parle pas, on n'échange pas. Se retrouver à 100 000 à Paris, oui, pour occuper un espace, pour par exemple, appelons ça, je ne sais quoi, si ça doit être un moment de convivialité, c'est un café liberté, c'est un pique-nique liberté, c'est un apéro liberté, si Ce ça se qui passe à certains existe, moments de la hein, ce journée. qui En tout existe cas, des actuellement. moments de convivialité. Mhm. Ça existe actuellement, hein, si je peux me permettre, ces cafés et ces rencontres même en manifestation où finalement il y a des réseaux d'entraide qui se créent après, même si ça reste encore peut-être trop marginal, ça permet quand même, c'est des points de rencontre en soi. Et c'est une base intéressante, Stéphanie, parce que ça existe et c'est à partir de là que l'on va construire. C'est ce maillage horizontal qui existe déjà sur lequel on va s'appuyer. Je vais revenir rapidement derrière, quoi. Mais voilà, tant qu'on sera en réaction par rapport à la bête, ben on va alimenter la bête. La bête, elle est alimentée par ceux qui la soutiennent, qui croient qu'en la soutenant, ils seront préservés de sa malveillance. Ils se trompent complètement. La bête finira par la dévorer aussi. Mais il y a aussi ceux qui, pensant l'affronter frontalement, ben, continuent de l'alimenter, ils la font exister. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est intéressant d'avoir de la masse, mais une masse voilà, qui se parle. Parce que ça, le pouvoir, ce pouvoir qui est devenu notre ennemi, qui est absolument pas pour là pour le bien commun, il ne s'attend pas à ce que l'on fasse ça. C'est mon concept de murmuration, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez des gens qui échangent, etc., et qui, en fait, vont mettre ce pouvoir dans le vide. On va l'aspirer dans le vide. C'est-à-dire que tout d'un coup, volontairement, on lui tourne le dos à ce pouvoir. Il n'existe plus. On ne joue plus le jeu. On lui dit, tu ne nous intéresses pas.
On a autre chose à faire. On a besoin de se parler, on a besoin de s'entendre, on a besoin de construire autre chose. Et le fait de laisser l'ennemi dans le vide, l'aspirer dans le vide, ça, il s'y attend pas. C'est-à-dire que là, on va l'obliger à déployer son énergie, à déployer ses forces. Il va nous déloger alors qu'on n'a rien fait de mal. Hein. Enfin, pour lui, il sait qu'on est en train de le tuer. Il va nous déloger. Et alors, on va se reconstituer ailleurs, on va se redéployer. Et donc, lui, pendant ce temps-là, son énergie, il ne pourra pas la mettre partout. Et c'est ça qui est une stratégie gagnante. On inverse le ratio, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'ennemi qui devient en réaction. Nous, on sera en action, se parler, s'entendre, construire ensemble. Là, c'est notre action, c'est ça agir. Préparer autre chose et tourner le dos à la bête. Et là, du coup, la bête sera obligée d'être en réaction par rapport à nous. Et du coup, on va tout inverser. Il y a un forcené à l'Élysée, bah, et alors la belle affaire, on va le laisser tout seul dans son coin. Ça ne nous dérange pas. Il ne faut pas que ce soit un point de fixation mentale. C'est le pouvoir de ces gens-là, il est lié aux médias, si on peut appeler ça encore des médias. Et le pouvoir des médias, de la radio, de la télévision, c'est le bouton off. Voilà. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est ça. C'est-à-dire que si nous on met sur off, leur pouvoir, il est fini. Et on a autre chose à faire que de les écouter, quoi. Vous dites que le peuple n'est jamais vraiment sorti de ce stade d'infantilisation. Il a toujours besoin d'un chef, d'un guide, d'un leader. Comment faire pour s'organiser autrement, de manière plus transversale? C'est ça qui est en train d'évoluer et ça, c'est très positif. On l'a vu déjà avec les prémices des Gilets jaunes, on ne désigne pas de chef. Ça se lit sur les blogs, ça s'entend dans les échanges entre les uns avec les autres. Cette notion de chef, les uns les autres commencent à comprendre le problème que ça pose. Parce que si vous avez un chef, il est au sommet d'une pyramide. Et si vous voulez contrôler toute la pyramide, ben, il suffit de contrôler le chef. Ça, les gens qui sont réellement éveillés ont compris ce mécanisme-là. Et c'est pour ça que les médias de grand chemin n'avaient de cesse pendant la crise des Gilets jaunes que voilà, de vouloir désigner des leaders. Parce qu'une fois que vous tenez le leader, vous tenez tout le mouvement. Et les Gilets jaunes, d'instinct, intuitivement, ont compris que, évidemment, non, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut une organisation structurelle qui soit horizontale. Il y en a d'autres qui l'ont compris avant nous. Mais c'est vraiment en train d'évoluer positivement. Hein. C'est ce qu'on avait appelé dans une précédente intervention le grand réveil. Les gens ont conscience de ça. Dans les grands repères, c'est Václav Havel qui a subi le communisme, un grand auteur tchécoslovaque. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie et qui, ayant subi le communisme, ayant été emprisonné, eh bien, ensuite est parvenu, après la chute du mur de Berlin, après la chute de ce bloc de l'Est, à devenir président de la Tchécoslovaquie. Ce qu'il avait identifié, et ça, sa vision était importante, face au communisme, face au totalitarisme, et on est en plein totalitarisme, les seules structures qui avaient réellement lutté, préparé l'après, c'était donc des structures horizontales, c'était des structures parallèles donc qui parfois peuvent sembler enfin, dérisoires par rapport à la pression du totalitarisme. En revanche, il avait bien compris que ce qui avait été construit sur le terrain par des groupes, des personnes, avait été extrêmement résistant. Ça, c'était résistant. Et on sait très bien tous que sur les périodes de nazisme, de communisme, sous Staline, il n'y a personne qui manifestait dans les rues. En Chine, personne ne manifeste dans les rues. Ils savent très bien comment ça va se terminer. En revanche, ce qui avait fonctionné, c'était des constructions locales. Et tu as, je pense que c'est des personnes dont on entendra parler bientôt encore un peu plus, des gens comme Hervé Juvin, qui est député européen, qui, à son niveau, a lancé un mouvement qui s'appelle les localistes. Et il dit bien lui-même, attention, ce n'est pas un parti, c'est juste un mouvement citoyen. C'est-à-dire qu'au niveau local, au niveau des communes, au niveau des intercommunalités, eh bien, des mots intéressants, on crée, on développe des coopératives, on crée des mutuelles, on mutualise il n'y a pas de chef, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui peut occuper une responsabilité à un moment, mais qui peut être remplacé. Enfin voilà, on est vraiment dans de l'associatif, de l'horizontalité qui est extrêmement finalement résistante. C'est un maillage horizontal que le totalitarisme, devant ce maillage-là, le totalitarisme est un peu comme la poule qui a trouvé un couteau. Il ne sait pas quoi en faire. Il n'est pas habitué à ça. C'est là qu'on l'attire dans le vide. C'est ça l'aspirer dans le vide. C'est-à-dire qu'il voudrait pouvoir attraper une tête qui dépasse. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et du coup, ça lui demande de déployer sa force de façon tellement large que ça ne tient pas. Une image toute bête. Si vous placez un œuf tout seul solitaire, vous mettez une enclume dessus. Ben, l'enclume, elle va écraser l'œuf, évidemment. En revanche, amenez votre plaquette d'œufs, 12 œufs, côte à côte, mettez l'enclume dessus. Ben, elle tient, elle résiste. C'est un peu ça, le maillage horizontal. C'est-à-dire que cet objet lisse, voilà, qui ne paye pas de mine, qui ne ressemble pas à grand-chose, et qui tout seul n'est rien, qui est écrasé par le poids, dès que vous êtes ne serait-ce qu'une douzaine ensemble,
ben, c'est fini, vous résistez, vous tenez. Et tout ça sans chef, quoi. Et justement, il ne faut pas que ça dépasse. Dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, vous êtes écrasé. Et donc, intuitivement, les Gilets jaunes l'ont déjà mis en place. Donc, il faut faire attention dorénavant à aplanir, à compartimenter, à cloisonner, si on veut que ça tienne dans la durée et surtout que ce soit très, très résistant. Ça, c'est déjà un premier mouvement qui est intéressant. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème de la démocratie? Oui. Oui, parce que cette démocratie, elle, en fait, il y a un aspect pile et face, il y a un envers à tout ça. C'est-à-dire que cette démocratie, qui doit être vivante, comme je viens de le décrire, hein, on se parle, on s'entend, il y a de la convivialité, c'est vivant. Eh bien, c'est comme une cellule vivante. Une cellule, elle a une membrane pour se protéger. Et donc, ça, c'est ma mise en garde. Ces cellules vivantes ne peuvent exister que si la cellule qui est à l'extérieur est suffisamment forte et résistante. Et c'est Pierre Clastre qui est un anthropologue qui a étudié les tribus qui, pendant des millénaires, comme ça, ont tenu au niveau de la tribu, sans État, sans chef, etc. Il mettait en garde sur le fait que ces petites structures ne peuvent résister que si elles sont agressives avec l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne doit pas nous interdire notre capacité à la légitime défense. Clastre parle d'aptitude à la sauvagerie. C'est-à-dire qu'on doit faire suffisamment peur à l'extérieur pour que cette cellule dans laquelle on vit très paisiblement ne soit pas détruite. C'est-à-dire que autant on a désappris la démocratie, autant on a désappris ben, la bonne vieille légitime défense, quoi. Il a observé Si ça dans dans les temps certaines préhistoriques, tribus. Pardon, il a observé ça dans certaines tribus, vous dites précisément. oui, les tribus qui réussissaient à se maintenir pendant des millénaires avec un maillage qui était tellement étendu que ça pouvait recouvrir une surface proche de l'Europe, par exemple, hein, en Amérique du Sud, il n'empêche qu'elles n'avaient pas de structure étatique. Et à 2000 km de distance, on parlait la même langue, on avait les mêmes coutumes, sans qu'il y ait la moindre structure étatique. Et chacune de ces tribus tenait parce qu'elle demeurait. Alors, autant elle était paisible à l'intérieur avec des chefs qui n'en étaient pas, qui étaient des médiateurs. Donc, il y avait vraiment cette sagesse, ce bien vivre ensemble. Mais, paradoxalement, ces structures paisibles ne pouvaient tenir que si elles étaient extrêmement agressives, voire sauvages, vis-à-vis de celles qui potentiellement pouvaient les agresser. C'est-à-dire que votre aptitude, votre potentialité à la violence doit demeurer. Si vous êtes une cellule sans protection, vous n'existez pas. Vous êtes assimilé. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas tenir. Donc, c'était ces structures, c'est ambivalente, où autant on vivait de façon absolument démocratique à l'intérieur, d'échanges pacifiés, autant vers l'extérieur, on devait être capable de se défendre, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle la violence, c'est déjà savoir se défendre. Si on ne sait pas faire ça, il y a un paradoxe. On va voir certains films, récemment, Avatar est sorti. Tout le monde accepte que les gentils, pour se défendre, eh bien, décochent une flèche en pleine tête du méchant. Ça ne choque personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se défendre. Parce que notre cerveau primaire, on a trois couches dans le cerveau. On ne va pas rentrer dans les détails, mais notre cerveau est composé de trois couches. La couche primaire, celle qui est de l'instinct de survie, de j'ai faim, j'ai soif, etc. C'est aussi des instincts de violence, nos instincts de violence, de défense passent par là. Donc, d'instinct, parce que nous sommes fabriqués comme ça, lorsque nous sommes agressés, on a envie, on a besoin de se défendre. Ça passe d'abord par ce cerveau primaire. Et si, et toute la propagande médiatique est faite pour ça, si les couches supérieures, deuxième et troisième couches, viennent euh, occulter, interdire le message initial, eh bien, il est assez normal qu'on n'aille pas bien. Parce qu'on ressent de façon intuitive et naturelle le fait de se défendre. Mais Les hommes préhistoriques dans la caverne, s'ils avaient laissé les ours faire, ils seraient tous morts. Alors que le chasseur qui s'était défendu, avait fait la peau de l'ours et revenait avec sa peau, c'était un héros, il s'était défendu et quelque part il avait défendu la communauté. On a désappris ça. Il faut avoir cette capacité à se défendre. Il faut qu'une communauté sache encore et toujours se défendre. Et quand on entend on le sait tous sur les plateaux de télévision, la première question qui est posée aux interlocuteurs qui pourraient les déranger, c'est est-ce que vous condamnez la violence? Il faut s'agenouiller, il faut mettre un genou à terre pour dire je suis incapable de violence. Mais ce qu'il faut entendre, les mots ont un sens. C'est pas est-ce que vous condamnez la violence. La question qui est véritablement posée, c'est est-ce que vous condamnez ma violence? Parce que je suis le représentant d'une violence qui vous est faite. Donc, quand ils vous disent est-ce que vous condamnez la violence, il faut les reprendre. Et personne ne le fait. C'est en fait ce qu'ils demandent, c'est est-ce que vous condamnez ma violence? Bien sûr que je condamne ta violence. oui, c'est Ta considéré violence n'est pas qu'il légitime. y a une violence légitime et que celle du peuple est C'est ça. illégitime. C'est ça ce qui est faux. Il suffit de lire la Constitution de 58. La violence qui est déléguée, c'est la nôtre. Et si ces délégations ne fonctionnent plus, il est légitime et moral de se la réattribuer.
Et même chose sur ces plateaux télé, ils vous disent, enfin en tout cas tous ces gens macronistes et compagnie, à chaque fois c'est j'assume, j'assume. Ils vous disent j'assume. Il faut décrypter. Ils vous disent pas j'assume. Ils disent j'assomme. Et concrètement, je vous assomme. C'est ça qu'ils disent. Donc il faut tout de suite décrypter tout ça. C'est une guerre de l'information. Et cette guerre de l'information, c'est un crime. Parce qu'elle est là pour faire disjoncter votre cerveau. C'est-à-dire que vous savez, vous ressentez, vous avez l'intuition de ce qu'il convient de faire. Et toute cette propagande médiatique est juste là pour vous faire dégoupiller, pour que l'information n'arrive pas jusqu'à la raison. La raison, c'est de se défendre. Donc c'est La la légitime défense, manipulation ben, elle s'appelle. cognitive, en fait. C'est la manipulation cognitive de toutes les façons. Oui. Votre intuition, elle est saine, elle est légitime. Vous devez vous défendre en tant qu'entité vivante. Si l'extérieur vous agresse, il est bien normal de se défendre. Et c'est concrètement ce qui se passe. En revanche, toute cette propagande est là pour justement vous couper, vous chanter l'information. Et il est inévitable qu'ensuite les gens n'aillent pas bien. C'est une espèce de schizophrénie, la dissonance cognitive. Je sais que j'ai besoin et que je dois me défendre, que c'est légitime, mais tout l'extérieur, en tout cas toute cette propagande, est là pour me faire croire que, ah ben non, j'ai pas le droit. Ah bon? Et pourquoi? Donc voilà, on est vraiment dans cette problématique-là. En fait, ils essaient de vous faire penser de façon binaire. 0, 1, 0, 1, 0, 1, comme une machine, comme un ordinateur. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas que vous alliez voir plus loin. Alors que l'être humain, après 0, 1, 0, 1, il sait qu'il y a un 2, il y a un 3, il y a d'autres univers, c'est bien plus large que ça. Mais on voudrait vous laisser dans ce choix binaire. Alors que, je reviens à ce que je disais au départ, sur les manifestations, etc. Les manifestations, c'est ça, c'est une réponse binaire, c'est une réaction. Réaction, ce n'est pas une action. Si on veut agir, il faut évidemment penser hors du cadre, sortir du 0-1 binaire, penser autre chose. Et donc, ça, ils ne s'y attendent pas. Là, ils ne vous attendent absolument pas. Vous leur tournez le dos, et puis vous avez autre chose à faire, vous avez à agir. Agir, c'est co-construire de façon démocratique, se parler, s'entendre, convivialité. Si on fait ça, comme Václav Havel l'avait identifié, ça fonctionne, on construira au fur et à mesure. Et au début, on sera peut-être que 10, et puis on sera 100, et puis on sera 1000, et un jour, on sera 100 000 dans les rues de Paris, à faire autre chose que d'insulter la milice ou je ne sais quoi, ou à se focaliser sur Niafron. On s'en fiche, il n'y a qu'à le laisser tout seul là où il est et où il est. Hein. Il finira par rentrer chez lui. Enfin, il faudra peut-être qu'on s'occupe de lui quand même à un moment. Euh, mais voilà, il faut vraiment sortir de ces. Sinon, on se condamne soi-même à être un hamster dans sa roue, à tourner, tourner, tourner dans la roue de plus en plus vite, de plus en plus vite. C'est ce que les syndicats vous demandent de faire. Revenez le samedi suivant, revenez le samedi suivant. Et puis jeudi, courez de plus en plus vite, vous vous épuisez, jusqu'à ce que vous soyez totalement cuit pour le totalitarisme, qu'il n'y a plus qu'à vous ramasser, parce que vous n'en pouvez plus. Donc, vous n'êtes pas condamné à tourner dans une roue comme un hamster, dans une cage. On est plein à avoir vu la sortie de ce labyrinthe, à montrer de la sortie. La sortie, c'est évidemment pas tourner la roue comme un hamster. C'est voilà, sortir de cette pensée binaire, arrêter d'alimenter la bête, arrêter d'alimenter le monstre, arrêter d'être en réaction, soyez en action, soyez intelligent, réfléchissez, et on ne pourra le faire qu'ensemble. Plus on sera nombreux à se parler, à s'entendre, et plus on aura des idées intéressantes, intelligentes, et plus on ira loin, quoi. Et j'aime bien citer, parce que c'est un peu ça, il y a un chanteur que j'ai rencontré il y a pas longtemps, j'étais à La Réunion, il s'appelle Gérald de Palmas, et j'avais eu l'occasion de lui dire que pour moi, le plus beau vers de la chanson française était tiré d'une de ses chansons qui est Dans une larme. Et pour moi, enfin, dans ce vers, il y a tout. Ce vers, c'est le paradis et l'enfer, quel manque de subtilité. C'est vraiment ça, on veut nous enfermer dans paradis, enfer, 0101. Mais le C'est monde est bien plus manichéen. large, notre esprit, notre imaginaire est bien plus large. Ouais. C'est manichéen, c'est simpliste. C'est ça. Et du coup, tant qu'on sera là-dedans, on sera là où ils nous attendent et on n'aura aucune chance. Et donc, pour conclure sur mon propos de départ, là, voilà, réclamer la démocratie, les manifester, tout ce à quoi on assiste, c'est vain. Et quand je dis que ça ne sert à rien, j'ai tenté de le démontrer, de dire pourquoi ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça inclut? On a d'autres choses à faire ensemble, mais différemment. Sortir du cadre, penser hors du cadre, on en est capable. Sans chef, on en est capable. Et là, le totalitarisme ne vous attend absolument pas. Il ne pourra plus vous saisir. Et son énergie sera déployée, elle va tomber à plat, vous l'aurez aspirée dans le vide. Et c'est nous qui serons en action et eux en réaction. À partir de ce jour-là, ils ont perdu et on a gagné. Donc vous conseillez de travailler ensemble, de créer des réseaux d'entraide, de se parler, mais aussi de créer des liens plus forts que ça encore, le travail, se faire travailler précisément entre dissidents ou créer des réseaux qui existent déjà d'ailleurs, hein, des réseaux d'entrepreneurs qui se font travailler de manière Ouais. préférentielle.
c'est tout à ça, fait. au quotidien. Ouais. Il Il y faut a les juste développer, il faut les entretenir. Ouais. Mhm. Il y a un point d'achoppement, c'est quelque chose qui est central, c'est la monnaie. Voilà. Quelqu'un a tenté de créer une monnaie libre et c'est très compliqué, en fait. Et c'est là que l'État Oui, mais c'est un, garde le ouais. pouvoir, en fait. C'est un des leviers essentiels, Stéphanie. Tu touches du doigt une des pierres d'achoppement de cet édifice-là. C'est-à-dire que si il y a convivialité, il y a échange entre nous. Les échanges doivent pouvoir se dématérialiser. Alors par du troc, par tout ce que l'on voudra. Mais si on veut échapper à leur matrice, à celle qui leur convient, on est bien obligé d'en passer par là. Et ça fait partie vraiment des choses que l'on doit co-construire. C'est comment on fait, comment on le réalise, comment on leur échappe le plus possible. C'est-à-dire qu'il faudra bien réaliser, tu le dis parfaitement, cet échange-là d'une façon qui n'est pas celle qu'ils attendent. On le sait tous, ils veulent dématérialiser, ils voudraient tous que l'on passe par la matrice et être esclaves de ce qui nous donne ou de ce qui ne nous donne pas, justement. Et là, ils nous tiendront en laisse. Et bien, justement, il faut échapper à ça. On est plus malin qu'eux, il n'y a aucun problème. Et puis, en plus, à discuter avec les uns et avec les autres, on aura là les bonnes idées. Quand je dis qu'il y a une sortie au labyrinthe, il y a même, je pense, plusieurs sorties au labyrinthe. Mais en tout cas, il y a des chemins préférentiels. Le chemin préférentiel, c'est donc déjà d'échanger, de réfléchir ensemble, de se dire, attention, tu vois, on vient de le faire ensemble, Stéphanie, attention, la monnaie, c'est décisif. Oui. Qu'est-ce qu'on va appeler la monnaie? Par quoi on passe? Par du troc? Par quel type d'échange? Parce que vivre ensemble, c'est échanger. L'économie, elle se fait à deux, trois personnes, elle se fait immédiatement. C'est concomitant au vivant. Et donc, ces échanges-là doivent se matérialiser d'une certaine façon qui n'est pas la leur. Et donc, on doit faire des choses sur lesquelles ils auront le moins d'impact possible. Mais à partir du moment où on va développer ça les uns les autres, et donc sans aller bille en tête face à la bête, Mhm. là, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal. Et même, j'ai envie de te dire, plus il y aura de monnaie ou de type de monnaie, d'échanges à se créer, à se diversifier, là, ils vont être dans le vide. C'est ça que je dis, les aspirer dans le vide. Si à l'ouest du pays, on échange, je ne sais pas, avec des coquillages, et puis que l'autre côté, c'est avec des pommes de terre, enfin, on s'en fiche parce que nos billets, nos pièces enfin, n'ont pas plus d'intérêt que ça, peu importe le support matériel. En tout cas, plus sera différent, plus ils auront du mal. Et on structurera ça, on coagulera ça au fur et à mesure. En tout cas, il faut vraiment les aspirer dans le vide et ne plus jamais être là où ils nous attendent. Et puis, c'est des structures en fait qu'on peut replacer, bouger. Par exemple, à l'époque des Gilets jaunes, les ronds-points, ils ont voulu les déplacer. Ok, très bien, bah, il n'y avait qu'à leur laisser la place. On a le recréer plus loin ou différemment. On était 50, on était 10 le coup d'après. Et puis on sera de nouveau 50 ailleurs. Et ça, ils ne peuvent pas faire. Ils sont forts parce que ils nous emmènent dans la nasse, ils nous emmènent dans l'entonnoir, ils savent où on va aller. C'est ce que font les syndicats, c'est ce que font les prédicateurs du samedi, c'est voilà, il faut déclarer, il faut être là. Ben là, ils vous attendent avec leur casque, avec leur truc et leur bidule, quoi. Sauf Il que si on est partout, sauf là où ils nous attendent. faut rester insaisissable le plus possible. Pour conclure, j'aurais aimé que vous Ouais, me c'est ce que j'appelle parliez la murmuration. la murmuration, exactement. Vous pourriez nous parler, pour conclure, de votre prochain livre, John Eric. C'est vraiment ça la murmuration, Stéphanie. C'est-à-dire qu'il faudra écrire là-dessus, il faudra, entre guillemets, le proposer, le partager avec comme ça des lignes théoriques les plus claires possibles. La murmuration, c'est toutes ces personnes qui interagissent les unes avec les autres, qui ont créé finalement une vague, une onde qui est absolument insaisissable. C'est ça la murmuration. C'est une force incroyable. C'est être partout et nulle part en même temps. C'est être je et nous. C'est être capable d'être l'individu, mais d'être capable de la collectivité. Et si on sait faire ça, enfin, voilà, c'est un niveau d'évolution. Je pense que c'est ce qui nous attend demain. On commence déjà un peu tous à le faire. Et c'est ce qui nous attend demain, cette capacité de résilience absolument extraordinaire. Est-ce que c'est le sujet de votre prochain livre, John Eric? Pas encore, Stéphanie. Je viens de terminer cette nuit un roman policier qui se passe à l'île Maurice qui paraîtra en juin. Et puis j'ai entamé la rédaction de mon 21e tome de ma collection de policiers écossais. Maintenant, il est vrai que ça me démange. Ça me démange de coucher sur le papier ces idées-là pour qu'elles soient partagées tout simplement, pour qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès. Et puis à partir de là, qu'elles puissent construire ou qu'elles puissent justement réfuter, parce que toute théorie doit pouvoir être réfutée. Si voilà, c'est ça la science. La science, c'est pouvoir être contesté, pouvoir être challengé et se rendre compte qu'on a pensé à quelque chose d'intéressant, mais voilà, la vérité avec un V majuscule n'existe pas. J'ai une vision des choses, j'ai une théorie, et j'espère bien qu'elle sera réfutée, et surtout qu'elle sera améliorée, qu'elle sera développée par d'autres. C'est une base, c'est une base. C'est un point d'ancrage sur lequel on peut construire d'autres choses. Et écrire dans cette optique-là m'intéresserait. Ouais.
Parfait. On a hâte de lire la suite et puis on vous réinvitera sur Tribune Libre. Un grand merci pour cette intervention. John-Éric Nielsen, Ouais, c'est vrai, c'est Frédéric. Un grand, grand merci. Merci. Bonne journée. bonne journée.